maintenant, on est rendu à la partie plus locale de notre présentation et on va justement confronter quels sont les objectifs, quelles sont les visions des dirigeants ici au niveau de la recherche au Québec. Alors, notre premier intervenant, c'est M. Claude Bernard, qui est maintenant directeur de l'appui à la recherche et à l'innovation du MAPAC depuis 2008. Et Claude Bernard est un collègue, a obtenu son PhD de l'Université Laval, même un petit peu après moi, je m'aperçois ici. Donc, un gradué de Laval au niveau de la science des sols. Il a été chercheur au MAPAC en conservation des sols pendant plusieurs années. Ensuite, directeur scientifique de l'Institut de recherche et développement d'agro-environnement à l'IRDA pendant 4 ans. Il est allé à l'extérieur ensuite comme gestionnaire dans une agence internationale de l'énergie et est revenu ensuite au MAPAC en tant que gestionnaire de la recherche, directeur adjoint de l'innovation scientifique et technique et maintenant il est directeur de plein de titres de la recherche et de l'innovation. Alors il va nous présenter aujourd'hui la vision de la recherche en horticulture. Monsieur Bernard. Alors, merci Yves. Bonjour, mesdames et messieurs. Il me fait grand plaisir d'être parmi vous cet après-midi pour vous présenter brièvement comment le MAPAC, le ministère de l'Agriculture, Pêcherie et Alimentation, appuie la recherche et l'innovation. J'ai insisté sur les deux termes, puis dans ma présentation, vous verrez qu'il y a certaines nuances à faire. Et je voudrais dire d'emblée de jeu que je vais parler évidemment de l'appui du ministère, mais également de l'appui offert par d'autres ministères et organisations qui œuvrent au Québec. Donc, ma présentation, brièvement, va s'articuler autour de 3 grands points. Premièrement, une brève mise en contexte par de l'importance de l'innovation, les distinctions recherche et innovation. Ensuite, présenter un peu l'approche sectorielle au Québec, puisque notre appui à la recherche s'inscrit à l'intérieur de l'appui sectoriel au développement de l'agriculture. Ensuite, quelques considérations sur l'appui à la recherche et innovation comme tel, donc les organisations présentes, les ressources humaines, les ressources financières qui sont en jeu. Et pour terminer, quelques constats et enjeux. Donc l'innovation, je pense que c'est important de mentionner, je veux parler de recherche et d'innovation, parce que recherche n'égale pas innovation. L'innovation, c'est le processus par lequel de nouvelles connaissances sont développées, mais sont transmises jusqu'aux entreprises pour donner un bénéfice quelconque, que ce soit au niveau des produits, au niveau des procédés, au niveau de la mise en marché, etc. Donc, la recherche, bien sûr, s'inscrit dans le processus d'innovation, mais la recherche n'explique pas à elle seule la totalité du processus d'innovation. Et c'est l'innovation en bout de ligne qui se traduit pour les entreprises par un avantage quelconque. Donc, c'est ce qu'il faut viser, et c'est dans cet esprit-là qu'on appuie la recherche au ministère de l'Agriculture. Et dans ce sens-là, je pense que vous comprendrez que notre appui à la recherche est un appui à la recherche, une recherche appliquée, et non pas à la recherche fondamentale. Il y a des organisations, les universités, Agriculture et Agroalimentaire Canada, qui sont plus présents dans le domaine de la recherche fondamentale. Nous, notre action se situe plutôt au niveau de la recherche appliquée et ensuite de l'adaptation, transfert technologique. Donc, pourquoi l'innovation était de plus en plus importante dans le secteur agroalimentaire et sûrement en particulier pour le secteur de l'horticulture? On assiste, on a eu plusieurs exemples aujourd'hui, à une mondialisation de l'économie et nos entreprises sont soumises à une forte concurrence, une concurrence croissante de la part, entre autres, des entreprises dans les économies émergentes. À l'échelle internationale également, de façon générale, aux entreprises, des petites entreprises. Donc, ça amène un élément de flexibilité quand il y a des ajustements à faire, mais par contre, ça rend plus difficile, il y a moins d'occasions de profiter des économies d'échelle, etc. Donc, il y a des enjeux qui sont liés à ça. M. Desjardins, dans sa présentation ce matin, faisait écho au rapport Pronovo, et
Et on évoquait certaines contraintes à l'intérieur desquelles le système agroalimentaire québécois doit évoluer. Donc, il y a certainement les contraintes climatiques. On a des saisons très courtes qu'on doit maximiser. On a des problématiques phytosanitaires particulières. Nous nous sommes donnés comme société également des enjeux ou des contraintes, on peut le dire comme ça, agro-environnementales. On veut faire une agriculture verte, avec des produits de qualité, mais ça amène des défis au niveau de la production, au niveau de la transformation, de la mise en marché, etc. On a également des très hauts standards, je crois, d'innocuité, de qualité des aliments, et on doit composer avec une demande de la part de l'industrie de plus en plus croissante à ce niveau-là. Et on a également des enjeux sociétaux globaux. Le changement démographique, c'est une réalité très concrète. Changement démographique, tant en termes de vieillissement de la population qu'en termes de diversification de la population, donc qui amène des besoins nouveaux, qui créent des opportunités par ailleurs d'innovation, de développement de nouveaux produits. Également, les liens qu'on fait avec l'alimentation et la santé, on discute beaucoup au Québec actuellement des enjeux liés au système de la santé au Québec. Système de santé qui bouffe déjà plus de 40% du budget de l'État québécois. Donc, très certainement qu'on voit l'alimentation comme un élément important pour, à tout le moins, ralentir la progression des coûts du système de santé au Québec. Sans compter la satisfaction qu'on peut tirer de savourer des éléments sains et variés. Deuxième élément de contexte, c'est l'approche sectorielle au ministère de l'Agriculture. Depuis plusieurs années maintenant, le ministère a cherché à réorienter et structurer l'ensemble de ses activités autour du développement sectoriel. Donc, ce qu'on cherche, c'est de favoriser le développement des entreprises dans chacun des grands secteurs du bioalimentaire québécois. On veut également assurer une meilleure stabilité des conditions d'exploitation des entreprises, puis amener une nouvelle dynamique ou accroître la dynamique de développement fondée sur les besoins du marché et sur des entreprises compétitives, bien sûr. Et la recherche est vue comme un des outils pour arriver à ce développement sectoriel-là. Donc, c'est dans le sens dans lequel je vous expliquais en début de mon intervention, c'est que la recherche, pour nous, est vue, compte tenu notre mandat n'est pas tellement de supporter la recherche fondamentale, mais une recherche plus appliquée, ainsi que l'adaptation et le transfert technologique. Donc, on voit nos interventions comme étant un moyen d'appuyer le développement sectoriel. En gros, cette approche-là se fait en plusieurs étapes. D'abord, il y a la nécessité d'établir un plan sectoriel de développement. Donc, l'industrie doit se concerter, doit identifier ses objectifs, ses ambitions. Nous faisons de même au ministère et il y a une certaine démarche qui se fait pour arrimer nos perceptions, nos constats et se donner un plan de match commun. Une fois que ce plan de match-là a été développé, là, la recherche peut intervenir, la recherche et le développement et l'adaptation technologique. Et là, les enjeux, bien évidemment, sont de communiquer ces enjeux-là aux acteurs de la R&D de façon à ce que l'effort de recherche s'effectue dans le sens de ce qui est désiré et ce qui est nécessaire pour le développement des différents secteurs. Et pour les entreprises, pour les organisations de recherche et de développement, l'enjeu pour elles, c'est d'intégrer évidemment ces priorités-là dans leur programmation de travail, leur programmation de recherche, de façon à terme à livrer les résultats qui sont attendus par l'industrie. Par la suite vient l'étape du transfert technologique qui est quand même très importante si on veut arriver à l'innovation, justement. Alors là, il s'agit de repérer les résultats qui sont intéressants, les plus prometteurs, et de trouver les moyens pour les faire connaître auprès des diffuseurs d'informations, auprès des conseillers agricoles qui vont accompagner les entreprises. Alors là, il y a un enjeu également de bien connecter le monde de la recherche et le monde du transfert, de la vulgarisation,
Donc, il faut savoir capter l'attention de ces gens-là, des vulgarisateurs, des transmetteurs d'informations, et de les outiller pour bien accompagner les entreprises de façon à ce que les fruits de la recherche puissent être mis en application dans les entreprises agricoles. Et la dernière étape, qui n'est pas le moindre, c'est l'accompagnement des entreprises, donc par les services conseils ici au Québec. C'est une étape importante puisque c'est par cette étape-là que justement les nouvelles connaissances, les nouvelles technologies sont amenées dans les entreprises et que les entreprises sont aidées pour la mise en application, la mise en œuvre de ces nouvelles techniques-là. Les leviers dont on dispose au ministère pour supporter cette approche sectorielle-là, il y a évidemment les politiques agricoles que le ministère peut développer. Donc, comme je vous disais, nos actions depuis un certain nombre d'années, on a cherché à les centrer autour de l'approche sectorielle. Donc, c'est un outil dont nous disposons. Ces politiques-là se traduisent évidemment par des programmes. Donc, les contenus, les modalités d'application des programmes sont réfléchis en fonction de mieux appuyer le développement sectoriel. Je vais en dire quelques mots un peu plus tard. Le ministère supporte également de façon directe et indirecte un certain nombre de centres de recherche appliquée, de centres d'expertise. Donc, comme nous sommes partenaires financiers de ces centres-là, nous avons la capacité d'influencer dans la mesure de notre participation au conseil d'administration de ces centres-là, donc d'influencer la programmation de ces centres-là de façon à ce que tout le monde travaille dans le même sens, si je puis dire. Puis on a également un certain rôle au niveau des orientations des relations commerciales qui peuvent susciter ou tirer l'innovation jusqu'à un certain point. Donc, les organisations, d'abord, je pense qu'il est important de mentionner que le rôle de l'État a évolué au fil des années. Auparavant, il y a une quinzaine d'années auparavant, le rôle traditionnel de l'État était très large, partait de l'établissement des politiques et se rendait jusqu'à la prestation de services au quotidien. Depuis un certain nombre d'années, l'État, pour toutes sortes de raisons, dont certaines budgétaires, pour faire écho aux dernières présentations, a choisi de se retirer au moins partiellement des aspects de prestation de services et de faire plutôt des alliances avec différents partenaires pour assurer cette vocation-là de prestation de services, mais les partenaires sont également appelés à collaborer à la mise en place et au développement des stratégies d'appui à la recherche et l'innovation et leur mise en œuvre. L'appui que le ministère fait à un certain nombre de centres est un exemple là, de cela. Donc, les différents acteurs au Québec, Yves va présenter ce matin une chaîne de l'innovation. C'est un peu une représentation un peu similaire, donc qui part de la formation de personnel hautement qualifié qui est nécessaire, bien sûr, pour pouvoir faire toutes les autres fonctions de l'innovation. Alors, au niveau de la formation, au niveau collégial, on a évidemment les collèges et l'Institut de technologie agricole, l'Institut qui est en fait une direction du ministère, donc qui participe à la formation du personnel au niveau collégial. On a par la suite, évidemment, les universités pour les études supérieures. Les universités Agriculture Canada sont impliquées beaucoup dans la recherche fondamentale et je dirais de plus en plus dans la recherche appliquée. Ensuite, on tombe au niveau des centres de recherche appliquée qui sont appuyés par le ministère. Donc, je vais vous les présenter dans quelques instants. Donc, ces centres-là, eux, ont une vocation qui ne va pas au niveau de la recherche fondamentale, mais qui se situe plutôt au niveau de la recherche appliquée et des étapes en aval d'adaptation, de transfert technologique. On a également, le ministère supporte également des centres d'expertise à qui on demande d'être plus dans le domaine de l'adaptation, du transfert technologique. Et à l'extérieur du réseau du ministère, on a également les collèges où se fait de la recherche et également les centres collégiaux de transfert technologique dont un certain nombre sont actifs dans le secteur agroalimentaire.
Enfin, un peu plus loin dans la chaîne, ben, une fois qu'on a des connaissances à point disponibles pour être mises en œuvre, ben, il faut les diffuser, il faut les faire connaître. Donc, on a le Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec qui participe à cette fonction via les colloques qu'il organise, les publications, le réseau de distribution d'informations, AgriRéseau, et plusieurs autres techniques de diffusion qui sont en cours de développement au CRAAC et qui font appel aux dernières technologies de l'information. Et on a également au ministère, malgré que nous soyons moins présents que dans le passé, il y a encore des experts sectoriels au ministère qui font du transfert technologique. Et finalement, bien, comme je le mentionnais un peu plus tôt, l'aspect accompagnement des entreprises est très important pour que l'innovation finalement se concrétise. Donc cela est fait via les services conseils. Services conseils que le ministère ici contribue à financer encore en partie, contrairement à ce qui nous a été présenté en Nouvelle-Zélande plus tôt ce matin. Alors les universités, très rapidement, les universités où il y a des facultés liées à l'agriculture, bien sûr l'Université Laval avec la Faculté des sciences de l'agriculture et de l'alimentation, il y a des centres spécialisés qui touchent l'horticulture, le Centre de recherche en horticulture et l'Institut des nutraceutiques et des aliments fonctionnels. À l'Université McGill, il y a la Faculté des sciences de l'agriculture et de l'environnement. Il y a l'Université de Montréal, où on pense plus à la fonction de production, en particulier au secteur horticole, il y a l'Institut de recherche en biologie végétale qui est actif. Donc, ce sont peut-être les trois principaux acteurs en termes de volume, de nombre de chercheurs, de volume d'activités scientifiques, mais il y a également des contributions très importantes et très utiles, très importantes, notamment à l'Université de Sherbrooke, et dans le réseau de l'Université du Québec. Donc, dans plusieurs centres, il y a des gens qui s'intéressent à l'aspect agroalimentaire et qui font de la recherche dans ce domaine-là. Madame Deslauriers, oui, pardon, après moi, va bien présenter un peu l'appui de la recherche de l'Agriculture Canada dans le domaine horticole. Au Québec, Agriculture Canada dispose de 4 centres de recherche. Face au secteur horticole, c'est bien sûr le centre de Saint-Jean qui est concerné puisqu'il est dédié à ces fonctions-là. Le Centre du Québec travaille dans le domaine de la gestion des sols et des grandes cultures, donc il y a certains travaux en sol, très certainement, qui trouvent leur application dans le secteur horticole. Le Centre de Sherbrooke est dédié aux sciences animales, le secteur porcin et laitier en particulier. Et le Centre de Saint-Hyacinthe, qui est en transformation alimentaire, qualité, innocuité. Donc, là aussi, il y a des contributions, très certainement, j'imagine, dans le secteur horticole, mais en aval de la production. Les centres de recherche qui sont appuyés par le ministère, il y a 5 centres de recherche appliqués. Donc, le CERAM dans le domaine des grains, le CRESAT dans le domaine des sciences animales, le Centre Les Buissons dans le domaine de la pomme de terre, le Centre Acer dans le domaine des produits de l'érable et l'Institut de recherche et développement en agro-environnement. Et il y a une douzaine de centres d'expertise, oui, qui sont supportés par le ministère, donc dans le porc, le mouton, le lait, etc. Les suivants ici sont ceux qui sont particulièrement actifs dans le secteur de l'horticulture. Donc, il y a quand même 7 centres parmi la douzaine que nous supportons, la douzaine et plus, qui sont actifs dans le secteur de l'horticulture. Au niveau des centres collégiaux de transfert technologique, ces centres-là sont plutôt associés au réseau des collèges, mais il y en a 6, on peut en dénombrer 6 qui interviennent dans le domaine agroalimentaire au sens large. Et les 3 premiers sont très certainement impliqués de très près dans le secteur horticole, Agrinova, le CETAB et Bioptère. Mais Syntec, l'ITEGA qui est dans le domaine du génie agroalimentaire, et le dernier, le CISA, qui est en innovation sociale en agriculture, ont également des contributions dans le secteur. Maintenant, quand on s'interroge, on entend souvent, puis probablement à raison, dire que le secteur horticole est un secteur extrêmement important au point de vue économique, puis
quelquefois, on nous suggère qu'on n'investit peut-être pas tout à fait les ressources qu'on devrait faire dans le secteur. Donc, on a cherché à voir un petit peu quelles étaient les ressources disponibles pour la recherche et l'innovation dans le secteur. Donc, au niveau des ressources humaines, il y a des collègues au ministère, dans le cadre d'un travail, qui ont fouillé sur les sites web, les documents, les publications de différentes organisations. Puis on a dénombré l'équivalent d'environ 71 équivalents à temps complet pour la recherche dans le domaine horticole, ce qui est quand même pas négligeable. La majeure partie se situe dans les universités. Ensuite, Agriculture Canada est un contributeur extrêmement important. Il y a les centres que je viens de vous présenter qui sont appuyés directement par le ministère, et il y a d'autres centres avec des affiliations diverses qui ont des contributions. Maintenant, c'est évident que le niveau de travail, le niveau d'intervention n'est pas le même partout, ça on s'entend. Si on regarde maintenant comment ces 71 ETC se répartissent à travers les différentes productions, on voit que c'est la production de légumes qui remporte la palme avec avec l'équivalent de 30 ETC en recherche. Ensuite, on a le secteur de la pomme de terre et le secteur des petits fruits qui sont à peu près ex aequo. Et finalement, le secteur de la pomme, qui est quand même une production importante au Québec, qui avec un peu moins de 10 ETC. Au niveau des ressources, donc, si on regarde maintenant la ventilation de ces ressources au niveau des disciplines académiques, des disciplines de recherche, on peut voir que c'est au niveau de la Régie des cultures, comme on pouvait s'y attendre, qui remporte la palme, si vous voulez, avec près de 25 ETC. Ensuite, on a tous les domaines liés aux ennemis des cultures, la phytopathologie, l'entomologie, à un degré un peu moins la malherbologie, qui quand même regroupe au total près de certainement une trentaine d'ETC. Ensuite, on a les technologies post-récolte, les travaux en transformation, tous les éléments de santé, aliments santé, salubrité des produits, amélioration génétique, ici je pourrais compléter l'expression, l'économie et l'ingénierie qui complètent le tableau. Donc, je pense que ce qui est à retenir, c'est qu'on a pu dénombrer environ 71 ETC comme force de recherche au Québec. Maintenant, si on regarde du côté des ressources financières, là, on a regardé rapidement la part fédérale et la part provinciale, parce que le fédéral est un acteur majeur, important au niveau du financement et de l'appui à la recherche au Québec. Donc, les contributions fédérales sont en rouge ici et les contributions provinciales en bleu. Pour l'année 2012-2013, dans les banques de données auxquelles on avait accès, on a répertorié quand même pour une valeur de 136 millions d'investissements monétaires dans l'appui à la recherche et innovation dans le domaine agroalimentaire de façon générale. Au niveau du fédéral, c'est 86 millions, donc 63% du montant. Et 80% de ce 86 millions-là est dans les secteurs autres que l'horticulture et environ 20%. Christiane, j'espère que mes chiffres vont concorder à peu près avec les tiens. Donc 20% qui sont dans le domaine horticole directement. Au niveau du provincial, ben, on a répertorié environ 50 millions de dollars d'investis en appui à la recherche et l'innovation. Et ce chiffre-là exclut l'appui financier à l'ITA. Donc, l'ITA, comme je le mentionnais, qui est une composante du ministère qui est impliquée en formation collégiale. Donc, 50 millions, dont 77% se situent dans les secteurs autres que l'horticulture et 23%, dans les secteurs de l'horticulture directement. Quand on va voir le 11,7 millions du gouvernement québécois dans le secteur horticole, il y en a 8 millions qui proviennent du ministère, donc 70% de l'effort, ce qui est normal puisque le ministère de la MAPAC est le ministère responsable de l'appui à la recherche
à l'appui à l'agriculture et l'agroalimentaire, pardon. Il y en a environ 1% qui provient du Fonds Recherche Québec, 11% qui provient du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de la Science, et 18% qui provient d'autres ministères, donc le ministère des Ressources naturelles, ministère de l'Environnement, ministère de la Santé, ministère de l'Éducation, et ça inclut les crédits d'impôt accordés par le gouvernement québécois également. Et si le 8,1 million qui provient du MAPAC, ben, il se ventile de... Oups, pardon. OK, ici, il s'agit... excusez-moi. Ici, il s'agit uniquement du secteur horticole, non pas de l'ensemble de l'appui au secteur agroalimentaire. Ici, au MAPAC, excusez-moi, je reviens avec l'ensemble de l'appui à la recherche dans le secteur agroalimentaire. Il y en avait pour environ 25 millions en 2012-2013, dont 11,8 millions qui vont en appui à nos centres de recherche ou nos centres d'expertise qui sont dans des domaines autres que l'horticulture. Il y en a 4,4 millions qui vont dans l'appui à nos centres impliqués dans l'horticulture. On a également 4,6 millions de transferts, donc de sommes qui sont dépensées dans nos programmes d'appui à la recherche dans les secteurs autres que l'horticulture et 3,7 millions dans nos programmes dédiés ou les portions de programmes véritablement directement dédiées au secteur horticole. Donc, en termes de conclusion et de constat, d'abord, je pense qu'il faut reconnaître qu'il y a quand même un certain nombre de ressources, une certaine quantité de ressources qui sont disponibles pour l'appui à la recherche et l'innovation en secteur horticole, donc des ressources humaines, des ressources financières et des ressources matérielles. Ces ressources-là sont présentes, mais sont dispersées sur le territoire et dispersées au travers de plusieurs organisations. Yves nous en a fait une bonne démonstration ce matin. Alors, qu'est-ce que ça nous suggère comme peut-être action auquel on devrait réfléchir pour l'avenir? D'abord, il y a la diversité du secteur. Souvent, on compare le secteur laitier, le secteur porcin au secteur horticole, qui est un secteur extrêmement vaste, qui comprend différents types de production, différentes familles botaniques avec des besoins particuliers, la production en serre versus la production en champ, les productions en terre noire versus en sol minéral. Donc, il y aurait sans doute lieu de définir des grands secteurs, ce qu'on a appelé ici de grands chantiers, et peut-être d'essayer de faire la coordination à l'intérieur de ces chantiers-là. Peut-être qu'on arriverait à des résultats plus rapides et plus probants. Ensuite, on est dans un contexte actuellement, si on l'a vu, c'est la même chose dans les autres pays. On fait de plus en plus appel à un partenariat avec le secteur privé. L'État demande à ce que l'industrie démontre qu'elle est intéressée par la recherche et est prête à y investir. Mais pour avoir du succès, il faut évidemment qu'il y ait un meilleur maillage entre l'industrie et la recherche-développement. Et il est certain qu'un regroupement comme le RIOD avait été créé dans l'objectif de favoriser, de faciliter ces rapprochements-là. Également, si on parle de différents chantiers, de différentes organisations, il faut viser un partage des moyens, un partage des ressources, de façon à être plus efficace. Le fait d'avoir plusieurs entités peut devenir plus difficile au niveau de la coordination, mais constitue en même temps une richesse. On a différents centres dans différentes conditions, mais il faut apprendre à travailler mieux ensemble et partager des ressources. Et avoir donc une meilleure efficacité de transfert. Il nous semble également que pour les prochaines années, on va devoir travailler là-dessus. Toutes les enquêtes démontrent qu'au Canada et au Québec, on est très bon au niveau de la recherche, mais au niveau de la traduction de la recherche en innovation, on est moins bon, donc il faut travailler là-dessus et le transfert fait partie de cela. Et formule passe-partout, mais on va devoir faire mieux avec les ressources qui sont disponibles. Alors, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, M. Bernard, pour cette présentation. On voit des choses intéressantes. On se recoupe un peu dans notre présentation. Alors, la vision est un peu similaire.
J'avais plusieurs questions, mais je pense que je vais les garder un petit peu pour la table ronde par la suite. On pourrait peut-être seulement prendre une question de ton auditoire, s'il y en a une en particulier. Présentement, on pourra peut-être revenir alors lors de la table ronde pour discuter un petit peu